façon assez classique, je tenais moi aussi à remercier les organisatrices du colloque en fait, pour cette belle initiative qui me paraît fondamentale et pour leur invitation. Avant de me lancer dans le vif du sujet de ma communication, j'aimerais aussi faire 2 remarques qui, par les précisions et le contexte qu'elles apporteront, permettront certainement de mieux la comprendre et surtout d'en élargir les perspectives. Donc la première remarque concerne le contexte en fait, dans lequel j'ai monté cette communication, à savoir, et qui rejoint donc la façon dont je viens d'être présentée, à savoir que j'ai réalisé donc une thèse qui s'appuyait essentiellement sur des vestiges issus de l'archéologie préventive et que tout au long de ce parcours-là, donc une thèse, donc vous avez le sujet exactement qui portait sur la Grèce, et tout au long de ce parcours, en fait, je me suis entendu dire que je n'arriverais jamais à rien avec des vestiges issus de telles fouilles qui n'étaient de toute façon pas datées de façon assez précise et mal publiées. Certes, on ne publie pas des fouilles préventives, on n'a pas accès aux données de la même manière que des fouilles programmées, mais là, ça dépend de qui publie et comment, en fait. Donc, dans l'esprit de différents écrits de Jean-Pierre Brun, mais aussi de Jean-Paul Demoule, je me suis attelée à construire toute une argumentation sur l'intérêt scientifique fondamental et novateur des fouilles préventives et de l'apport qu'elles représentaient dans ce cadre-là. Ensuite, donc, je me suis attelée, j'ai décidé de travailler en tant qu'indépendante et de monter un bureau d'études. Et là encore, j'ai tenu à définir un positionnement éthique, justement, et une démarche au sein de laquelle prendrait part mon activité. Donc, c'est dans ce contexte-là, en fait, que j'ai un peu élaboré toutes les réflexions qui vont suivre. De ce fait, en fait, ces réflexions ne sont pas issues d'un travail de recherche à proprement parler, et cette communication sera assez théorique et avec peu d'exemples, et je tenais à m'en excuser par avance. La deuxième remarque que je tenais à faire, en fait, permet d'ouvrir les perspectives, à savoir que je vais parler à partir de l'archéologie préventive ici, mais il n'empêche en fait que tout ce que je vais dire s'applique, à mon avis, à l'ensemble du domaine patrimonial, archéologique et historique, et même certainement au-delà. De la même manière, je vais principalement parler d'aménagement et de développement des territoires, mais là encore, en fait, on peut élargir ces réflexions à d'autres champs, tels que ceux qui ont été abordés hier ou ce matin avant que je ne parle. Donc, depuis plusieurs décennies maintenant, en comparaison avec l'archéologie programmée, les opérations préventives sont sans aucun doute celles qui permettent le plus de découvertes. Au regard de l'enthousiasme qui est généralement exprimé par les populations en ce qui concerne la pratique archéologique, et on en a eu des témoignages hier, on pourrait penser que le domaine préventif suscite en France la sympathie et l'intérêt. Or, cette sympathie et cet intérêt s'avèrent souvent limités, peut-être parce que les gens ne sont pas assez informés, certainement, mais surtout, et ça a été rappelé dans la communication précédente, parce que l'archéologie préventive contraint les projets d'aménagement et de construction à qui priorité est toujours donnée. À en croire une bonne part des décideurs, des aménageurs et des entrepreneurs du bâti, elle provoquerait le retard des travaux, elle en empêcherait d'autres, faisant ainsi perdre des millions aux sociétés privées et freinant le développement des territoires en vue d'un intérêt général. On peut se poser la question de savoir quel intérêt général. Nous venons de le voir, le secteur de l'archéologie préventive, parallèlement, est plongé dans des travers dont les conséquences sont directes, à la fois sur les conditions de travail et sur la façon d'appréhender les opérations archéologiques par les professionnels eux-mêmes. Ce phénomène n'est évidemment pas propre à l'archéologie préventive, il touche d'autres secteurs, à commencer par le secteur hospitalier, la SNCF, etc., etc. Mais dans le cas tout particulier de l'archéologie préventive, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que nous touchons à un bien commun universel sur lequel notre action est irréversible et signifie nécessairement destruction d'un héritage que nous nous devons pourtant de transmettre. C'est-à-dire que nous sommes là face à un paradoxe, celui d'un domaine d'activité qui est négligé et qui est pourtant en charge de la sauvegarde d'un héritage menacé au prétexte d'un développement supposément favorable à l'intérêt général d'aujourd'hui.
Ce paradoxe est d'autant plus criant que nous vivons dans une société en fait, qui ne cesse de faire appel depuis plusieurs décennies au terme de développement durable, cherchant par ce biais et sans réelle efficacité à faire face aux difficultés écologiques et sociétales bien réelles et croissantes. Donc dans cette communication, en fait, je vais tenter d'analyser ce en quoi l'archéologie préventive, au même titre que la biodiversité, par exemple, je ne cherche pas à dire que l'archéologie préventive est essentielle, là c'est le sujet de la communication. Donc en quoi l'archéologie préventive constitue aujourd'hui un enjeu de société au regard de ces difficultés écologiques et sociétales. Donc nous appartenons à une société guidée depuis plusieurs décennies maintenant par les maîtres mots de développement et de croissance économique, impliquant toujours de nouvelles constructions et de nouveaux aménagements. Qui dit construction ou aménagement, je ne vous apprends rien, dit inéluctablement découverte des vestiges laissés par des sociétés anciennes qui occupaient le territoire avant nous. Selon cette logique, vu la façon dont le territoire français est ponctué et quadrillé aujourd'hui d'autoroutes, de voies rapides, de zones commerciales, et la liste est longue sans même parler des constructions et des aménagements des centres-villes, on pourrait considérer que la discipline archéologique est finalement la grande gagnante de cette logique du développement. Et en un sens, on ne peut pas le nier, c'est le cas, car les vestiges découverts dans le cadre d'opérations préventives sont extrêmement nombreux. Pour vous donner simplement un exemple, un ordre de grandeur, entre 2002 et 2010, le territoire français a vu se dérouler plus de 500 fouilles préventives par an en moyenne, ce qui correspond en gros à un peu plus de 5 fouilles par an et par département. Donc en ce sens, on peut considérer que que la discipline archéologie dans son entier est l'une des gagnantes du développement et de la croissance économique, parce qu'il y a un nombre de fouilles annuelles extrêmement important et surtout que le contexte de réalisation de ces fouilles donne au secteur préventif un intérêt scientifique assez exceptionnel à mon avis, qui permet l'ouverture sur des pans inexplorés de notre histoire, ou qui a permis, parce que ça fait quand même quelques décennies que tout ça est mis en place maintenant. Je me permets une explication rapide dans le cadre de laquelle, et vous m'en excuserez, je vais être un peu obligée d'opposer l'archéologie programmée et l'archéologie préventive. Donc de façon générale, on peut considérer que les fouilles programmées choisissent, et je mets ce mot entre guillemets, choisissent les sites qui sont fouillés. Du coup, au regard de l'évolution des centres d'intérêt, des chercheurs et de l'historiographie des 19e et 20e siècles, priorité a longtemps été donnée aux villes, aux espaces publics et religieux, aux riches demeures, et cela au détriment des zones périphériques, des campagnes, des espaces de production artisanale, ou encore des habitats plus modestes. À l'inverse, l'archéologie préventive, parce qu'elle est soumise à l'aléa en fait, des travaux de construction, a conduit à la fouille de ces espaces qui étaient principalement délaissés. Par conséquent, en fait, ce sont ainsi des pans entiers de notre histoire qui sont devenus palpables, grâce à la découverte des espaces artisanaux, par exemple, ou alors d'habitats plus modestes surtout. C'est l'histoire de classes sociales inaccessibles par le biais des sources écrites qui ont pu être abordées, tandis que simplement, et ça m'intéresse plus dans le cadre de cette communication, l'exploration des zones rurales nous permet simplement de mieux connaître nos campagnes. L'archéologie préventive est ainsi un tremplin pour la connaissance que nous avons de nos territoires aussi bien ruraux qu'urbains, et il faut bien admettre que de ce point de vue, le développement des constructions et des aménagements a effectivement servi dans une certaine mesure le domaine archéologique. Toutefois, malgré cet apport, et comme vient de nous le montrer la communication qui a eu lieu, il demeure impossible, à mon avis, de considérer que la discipline archéologique, par le biais du secteur préventif, a été réellement bénéficiaire du développement économique libéral du XXe siècle, et cela pour des raisons assez simples. D'abord, alors que l'archéologie répond de la même manière que l'archéologie préventive répond de la même manière que la biodiversité, par exemple, à des impératifs de développement durable,
la priorité est toujours donnée aux constructeurs et aux aménageurs, en général, en majorité. De fait, l'archéologie préventive s'est tardivement imposée comme une obligation et par conséquence, avant qu'elle ne s'impose, les destructions sans fouilles préalables ont été extrêmement nombreuses. Tandis qu'aujourd'hui, les conditions dans le cadre desquelles elle s'exerce ne sont pas satisfaisantes en termes humains, tout autant que scientifiques, nous l'avons vu. Finalement, et c'est un élément extrêmement clé, moi je considère personnellement que ce secteur n'a jamais été considéré et traité par la société et par l'État à la hauteur des impératifs de sauvegarde qui lui incombent et à la hauteur aussi de ce qu'elle serait en mesure d'apporter si l'archéologie préventive était organisée de façon intelligente, donc hors d'une concurrence au niveau des fouilles, et que ses résultats étaient exploités de façon pertinente. Donc, comme l'a parfaitement démontré la communication précédente, l'archéologie préventive est aujourd'hui plongée dans une situation délétère. L'idéologie libérale, avec les maîtres mots de productivité, de rentabilité, d'attractivité ou encore de libre concurrence, s'est immiscée dans les organes responsables de sa bonne réalisation. Et finalement, les conditions favorables à son exercice ne lui sont plus offertes depuis plusieurs années. Cet état de fait est dramatique pour la discipline et la profession, je parle à des convaincus, mais en réalité, elle l'est d'autant plus, enfin tout autant et peut-être plus, pour la société dans son ensemble. Pourquoi ? Parce que l'archéologie préventive est, à mon avis, porteuse de solutions pour un aménagement et un développement pertinent des territoires qui pourraient venir soutenir la transition écologique et sociale des territoires. Et c'est à ce niveau, en fait, justement, que se situent les enjeux sociétaux évoqués en titre de la communication. L'archéologie préventive nous apporte une meilleure connaissance de l'histoire de nos territoires, je l'ai expliqué précédemment, de celle de l'occupation humaine et des paysages, notamment grâce au caractère aléatoire des découvertes et grâce à la diversité des résultats scientifiques auxquels elle conduit. Or, cette connaissance constitue une ressource essentielle pour des aménagements plus respectueux de l'environnement et tout simplement également plus respectueux de l'archéologie en elle-même. De fait, même si l'on se place du point de vue de la logique néolibérale de croissance économique et de développement durable, parce qu'il faut bien reconnaître que le développement durable vient s'impliquer directement dans cette logique néolibérale, on peut considérer que l'archéologie préventive peut parfaitement être rentable. Je me limiterai à donner un argument classique que je ne suis certainement pas la première à utiliser et qui est certainement mis en œuvre parfois. En l'occurrence, l'archéologie préventive et l'archéologie en général peuvent constituer un intérêt économique à proprement parler pour les constructeurs et les aménageurs eux-mêmes. En effet, l'archéologie préventive, par des efforts mesurés, je ne rentrerai pas dans les détails, peut permettre d'évaluer le potentiel archéologique d'un terrain et peut donc permettre de réévaluer le projet sur lequel aurait été porté, le terrain. Donc ça permet une réévaluation des projets. Ça permet également, si le projet est maintenu à l'emplacement défini préalablement aux investigations, ça permet simplement d'intégrer le temps de fouille à la durée globale du projet et ainsi d'éviter des pertes soi-disant phénoménales. Ça permet aussi d'éclairer les projets à la lueur de l'histoire des zones qu'ils concernent, par exemple. Mieux encore, en fait, ces découvertes peuvent en elles-mêmes participer au développement et à la croissance économique d'un territoire si on tire les choses. C'est-à-dire que c'est une opportunité pour un dynamisme économique supplémentaire par l'attraction touristique que je ne souhaite absolument pas dans ce cadre-là, mais qu'on peut imaginer pour argumenter la chose, par l'attraction touristique et culturelle qu'elles peuvent représenter. Mais en réalité, et c'est bien là toute la difficulté, accepter une telle démarche de la part des aménageurs, des constructeurs ou de certains décideurs, en fait, implique de fait un changement de perspective qui revient à prendre de la distance avec l'idéologie et la logique néolibérale. Si les connaissances auxquelles nous donne accès l'archéologie préventive étaient plus souvent considérées à leur juste valeur,
Si les vestiges étaient traités avec plus de respect, il va sans dire que notre cadre de vie, notre sensibilité à l'environnement et par conséquent notre rapport au passé serait bien différent. Et c'est bel et bien en ce sens qu'à mon avis, l'archéologie préventive peut constituer un outil pour accompagner la transition écologique et sociale des territoires, aider à leur réappropriation par leurs habitants et permettre des aménagements pertinents. Je vais vous donner quelques exemples. Donc, grâce à la connaissance de nos aménagements, ainsi, donc, grâce à ces connaissances, nos aménagements actuels pourraient par exemple tout simplement être fidèles à la logique souvent empreinte de bon sens des aménagements des anciens, ou simplement s'en inspirer. En eux-mêmes, ces aménagements pourraient également être utilisés, je pense par exemple à des cas où on a pu réouvrir d'anciennes canalisations et régler par ce biais-là des problèmes d'inondation récurrents et qu'on n'arrivait pas à solutionner. Dans la mesure du raisonnable, on pourrait par ailleurs restaurer et protéger certains vestiges in situ. Ils feraient alors partie du décor quotidien des habitants, ce qui implique un processus de familiarisation avec le passé. Et dans ce cadre-là, en fait, je pense par exemple aux mosaïques d'Uzès qui ont été découvertes l'an dernier et qui ont été assez sauvagement démontées d'après ce que j'ai pu comprendre dès leur découverte, parce qu'elles prenaient place sur le site d'un futur internat, sachant qu'à l'emplacement exact des mosaïques, il n'y avait aucune construction de prévue. Donc là, on aurait pu imaginer un internat au sein duquel une mosaïque romaine reste visible et participe au quotidien en fait, de ces élèves, de ces lycéens en l'occurrence. Par ricochet de telles logiques, c'est alors l'identité des territoires qui est touchée, l'implication des acteurs locaux, parmi lesquels ces archéologues amateurs ainsi que les érudits locaux. Ce sont aussi les liens sociaux et intergénérationnels qui sont conservés, la sauvegarde et l'emploi de savoir-faire et de matériaux traditionnels, etc., etc. La liste est longue, en fait, des effets qui pourraient permettre de redonner un sens à l'ancrage territorial et d'enrayer la logique du développement libéral. Mais pour que tout cela puisse être mis en œuvre, encore faudrait-il réussir à faire comprendre à la population et à l'État l'intérêt et l'apport potentiel de l'archéologie préventive et plus largement de l'ensemble des disciplines qui touchent au passé. Et c'est selon moi précisément à ce niveau que se jouent les choses. Donc revenons à la question de l'éthique professionnelle et à celle des solutions qui pourraient être mises en œuvre pour pallier aux difficultés que connaît aujourd'hui à la fois notre société et cette discipline fondamentale. Selon moi, si nous sommes dans cette situation aujourd'hui, c'est notamment que notre société et avec elle l'État évidemment n'accordent qu'une importance mineure au passé. Ça, je l'ai souligné en disant que, selon moi, l'archéologie préventive n'était pas traitée à la hauteur des enjeux dont elle était porteuse. Effectivement, on ne semble plus savoir ce en quoi le passé nous est nécessaire et ce en quoi il peut nous servir, tandis qu'on place le patrimoine dans une position muséale et que les connaissances archéologiques et historiques constituent une culture souvent abstraite, dont l'intérêt n'est pas toujours évident à cerner pour les non-spécialistes, même les non-spécialistes qui sont a priori attirés par le passé. En bref, nous ne sommes pas à la hauteur des apports potentiels que représente l'archéologie préventive. Et quand je dis « on », je ne parle pas des archéologues en eux-mêmes. J'emploie un « on » dans un terme large qui concerne la société et l'État dans son ensemble. Donc personnellement, je pense que l'enjeu aujourd'hui est donc de réhabiliter l'intérêt de ces connaissances par des démonstrations concrètes. Donc on a parlé de médiation scientifique, on a parlé d'éducation. Évidemment, tout ça c'est essentiel, mais je pense qu'on peut aller plus loin et en fait, je vous ferai deux propositions qui vont dans ce sens que j'ai déjà laissé apparaître et qui peuvent constituer une ouverture au débat. Donc, à savoir que ces propositions, évidemment, je ne les ai pas sorties de nulle part, je ne les ai pas inventées, elles sont déjà mises en œuvre, mais en fait, je pense que nous gagnerions beaucoup à ce qu'elles soient généralisées. Donc, la première de ces solutions est, à mon avis, l'intervention d'archéologues ou d'historiens dans des projets d'aménagement du territoire aux côtés d'architectes, de paysagistes, d'urbanistes,
à savoir qu'une telle action permet une approche pluridisciplinaire au sein de laquelle les connaissances relatives au passé peuvent directement être exploitées pour l'aménagement présent. Donc on peut s'en inspirer, on peut réutiliser, etc., etc. Dans un tel cas de figure, évidemment, les professionnels, les historiens, les archéologues qui jouent ce rôle ne sont pas là pour produire de la connaissance en soi. En fait, ils sont là dans une position de médiateur entre l'équipe avec laquelle ils travaillent, ceux qui produisent le savoir, donc les universitaires, les archéologues, les services archéologiques, mais aussi les érudits et les passionnés locaux. Et enfin, les instances publiques. Et là-dessus, je pense que l'État peut avoir une action directe en incitant les collectivités à demander au sein des marchés publics, par exemple, d'impliquer la compétence d'un historien ou d'un archéologue, mais comme d'un sociologue, selon le projet en fait, qui est à mener. La deuxième solution, en fait, serait de revitaliser, quand c'est possible, le patrimoine restauré pour éviter qu'il ne demeure dans une position muséale. Ça, à mon avis, c'est également fondamental. Il s'agirait alors de mener des projets de réhabilitation selon des principes respectueux de la transition écologique et sociétale toujours. Moi, je me positionne dans cette dynamique. Donc, de mener des projets de réhabilitation qui conduiraient à la création d'espaces patrimoniaux replacés dans leur histoire, parce qu'il y aurait une étude, en vue d'une utilisation actuelle. Donc ça, c'est déjà mené dans des grandes villes, par exemple, où simplement des usines vont être réhabilitées en bureaux, avec un effort de préservation du patrimoine. Mais je pense en fait que ce type de projet devrait se généraliser et surtout, et là c'est essentiel, viser ce qu'on désigne par petit patrimoine et les vestiges archéologiques, en fait, pour que ça touche la totalité du territoire. Donc je vais finir par une seule phrase en fait en conclusion, à savoir d'interroger celle de la responsabilité éthique des professionnels par rapport à tout ce dont je viens parler. Personnellement, je ne pense pas que je ne suis pas sûre qu'ils aient une réelle éthique par rapport à toutes ces questions-là, en fait. Et c'est pour ça, au début, quand j'ai fait ma communication, je ne savais pas trop comment me positionner par rapport au sujet du colloque, parce que, en fait, à mon avis, c'est une question d'éthique, de société et d'État, et les professionnels font ce qu'ils peuvent dans ce cadre-là. Et en fait, s'ils ont à agir d'un point de vue éthique, en fait, c'est en tant que citoyen, mais en tant qu'archéologue, en tant qu'universitaire, finalement, la marge de manœuvre aujourd'hui, dans le contexte dans lequel on est assez restreinte. Je vous remercie de votre attention.